Un contrôle ? Un contrôle, oui, mais pas dû au hasard. La mission sur les mains des poches, on s'égale sur la gauche. Il y a 2 heures, plusieurs de ces adolescents étaient en garde à vue. Et la police les retrouve déjà au pied des immeubles. La veille, sur cette même dalle, 2 bandes se sont affrontées. L'année dernière, dans l'Essonne, 78 affrontements entre bandes rivales ont été recensés. Des affrontements de plus en plus violents où l'usage d'armes se banalise. D'après le ministère de l'Intérieur, on dénombrerait en France 222 bandes, composées de 2250 adolescents, mineurs. pour la moitié d'entre eux. Ces derniers mois, Vous êtes en communication avec le ministère de l'Intérieur. En fait, je cherche à parler à une personne qui est à la sous-direction de l'information générale. Vous voulez l'avoir sur quoi ? J'ai lu dans la presse que la SDIG a édité un rapport d'une 30aine de pages qui recensait en fait dans toute la France 222 bandes. Et une majorité, visiblement, se trouverait dans l'Essonne et en Seine-Saint-Denis. Oui. Donc je voudrais savoir si ce rapport, il est accessible. Oh non, je pense pas qu'il soit divulgable en extérieur. Dans la presse, il y a eu des extraits de ce rapport qui ont été édités. Alors ça, c'est une communication qui a été faite par le ministre de l'Intérieur en personne. D'accord. Et ce Maintenant, rapport... vous dire si le rapport est public ou pas dans son intégralité, ça je peux pas vous le dire. Et si jamais il y a des parties qui sont communicables, le ministre de l'Intérieur, il a le droit de communiquer sur tous les sujets sur lesquels il souhaite communiquer. Dommage. J'aurais bien aimé l'avoir, ce fameux rapport, histoire de comprendre comment le ministère de l'Intérieur s'y est pris pour recenser un nombre aussi précis de bandes. 222. Mais qu'est-ce qu'une bande au juste ? Selon ce rapport, la majorité de ces bandes séviraient en Seine-Saint-Denis et en Essonne. J'ai grandi dans l'Essonne, plus précisément dans les quartiers des Pyramides à Évry et du Canal à Courcouronnes. À l'époque, j'entendais déjà parler de ces histoires de bandes, d'embrouilles, de morts. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? La situation doit être alarmante, puisqu'en s'appuyant sur le rapport des 222 bandes, le gouvernement préparait même une nouvelle loi afin de stopper les violences urbaines, la loi anti-bande. Mais qui sont ces jeunes au juste ? Et pourquoi dérivent-ils ainsi ? Pendant 1 an, je suis retourné dans ces quartiers avec ma caméra pour essayer de comprendre le phénomène des bandes et aussi ses conséquences. Monsieur le maire, il y a la sous-direction de l'information générale, en fait, ils ont publié un rapport d'une 30aine de pages qui recensait 222 bandes dans toute la France. Est-ce que vous avez entendu parler, vous, de ce rapport ? Enfin, j'en ai entendu dans les médias, mais j'ai pas été prévenu ni par la préfecture, ni par la direction départementale des services police que nous étions concernés. J'ose imaginer que les villes concernées à proprement parler par ces bandes ont été contactées directement. Ils nous expliquent qu'on met les maires au milieu de la question de sécurité, donc j'espère pour eux qu'ils en ont été prévenus, que le cas échéant, s'ils ont une bande référencée à Courcouronnes, ils auraient l'amabilité de me prévenir. Vous en pensez quoi de cette liste de 222 bandes ? J'en sais rien. Enfin, d'abord, un petit peu comme pour la jeunesse, quand on se pose la question de ce que c'est que la jeunesse, c'est quoi une bande ? Est-ce que c'est des gamins qui foutent le bordel dans un quartier dans des cages d'escalier ? Est-ce que c'est une bande mafieuse organisée pour faire du trafic de shit ? Est-ce que c'est une bande organisée parce qu'elle vole des sacs à main de petites dames ? Est-ce que c'est une bande organisée parce qu'elle fait des braquages ? Je sais pas ce que c'est cette bande, voilà. Nous, on a eu des phénomènes de bandes dans nos quartiers qui étaient des regroupements. Alors ça a été parfois des regroupements ethniques. Je me souviens de la période des Zoulous, par exemple, à la fin des années 80. Il y avait les skins en face, d'ailleurs, hein, c'était un peu sociologique, tout ça. Aujourd'hui, je sais pas ce que sont ces 222 bandes. Je sais absolument pas à quoi elles correspondent. Je suis pas certain, en tout cas, que le qualificatif soit le bon. Décidément, je ne suis pas le seul à me demander ce que sont ces bandes. Courcouronnes est une ville de 15 000 habitants. La plus grande partie de la population ne réside pas au centre-ville, mais dans le quartier populaire du Canal, situé de l'autre côté de l'autoroute, à 2 km de là. Au Canal, 90% des habitations sont des logements sociaux. Le taux de chômage y est particulièrement élevé et touche principalement les jeunes. À votre avis, de quel côté la police municipale intervient-elle le plus souvent ? Au centre-ville ou au Canal ? Ici, comme dans beaucoup d'autres cités, les murs recouverts de blazes, de surnoms, d'insultes, racontent à leur manière une autre histoire. Une histoire non officielle de la ville. Celle des jeunes et de leur rivalité dont ni les rapports, ni la presse ne peuvent rendre toute la complexité. Au Canal, je retrouve une amie d'enfance,
Irène. Elle a grandi ici avec toute sa famille. Aujourd'hui, elle y élève seule son fils. Alors j'ai envie de lui demander à elle ce qu'elle connaît des bandes. Ça, c'est mon QG, ça. C'est mon quartier général ici. Comment les voix en bois comme ça te fait penser à quoi? Il y a des jours où j'ai envie de prendre de l'eau chaude, de leur balancer dessus. Puis il y a des jours où je m'en fous un peu. Là, aujourd'hui, ça va encore. Ils sont pas encore trop bruyants. Quand tu dis ils, tu parles de qui en fait? Pas du tout ces jeunes là qui sont en bas. On dit souvent, tu sais, dans le quartier, il y a des guerres de bandes, il y a une guerre de gangs. Qu'est-ce qui se passe exactement en fait ici? Je ne sais pas si c'est des gangs ou des bandes, mais ouais, c'est vrai qu'on a eu des épisodes tragiques ici. Parce que les gamins du canal, quand ils croisaient ceux de l'autre côté, ils se tapaient dessus et vice-versa. Et donc c'est quelque chose qui a quand même créé beaucoup de blessés, quelques morts, et toujours des jeunes entre eux en fait. À un moment donné, tu ressentais vraiment cette espèce de tension entre les jeunes. Tu les vois, ils se baladent capuchés. Pourquoi ils se baladent capuchés? Ils se cachent. Ils se cachent de qui? Ils se cachent pas des flics ou des gens. Ils se cachent de d'autres jeunes qui pourraient les reconnaître, qui sont de tel secteur et qui pourraient rapidement monter une bagarre entre eux. C'est une des scènes qui m'a aussi donné l'envie de me dire peut-être qu'il faudrait que je déménage d'ici parce que c'est sous ma fenêtre. Mon fils, tous les jours, il peut se retrouver au milieu de ça parce que c'est un gamin qui vient du canal. C'est marrant là, il est en train de me chuchoter là, Rock, il me dit j'en ai déjà eu une bande. J'en ai déjà eu. Tu te dis? Qu'est-ce que tu me dis, Rock? J'ai déjà eu une bande. Oui, justement. Sa bande à lui, tu peux lui demander ce que ça veut dire. C'est quoi? C'est quoi pour toi la bande, ta bande? Un pour tous, tous pour un. Un pour tous, tous pour un. Voilà. Donc finalement, ils se protègent. Mais à se protéger, ça peut aller très loin. Et je crois sincèrement que c'est ce qui se passe. C'est pas des bandes organisées ou des gamins qui sont hyper violents. Mais de naturellement aller se défendre, ça prend des proportions justement, je trouve qu'ils sont... Enfin, c'est effrayant quoi de voir des gamins qui, pour un rien, vont se mettre des couteaux, ou qui vont même se taper dessus à coups de barre, à coups de... Enfin, je vois pas l'intérêt. La violence, c'est quoi? À une fin. La violence a une fin. Oui. Si on voit ce qui se passe des fois ici, on sait pas si elle a vraiment une fin, quoi. Tout a une fin, Irène. La vie aussi a une fin. Le 1er mai 2006, à minuit 50, une bagarre éclate entre des jeunes du canal et des jeunes du quartier des Pyramides, faisant une nouvelle victime. Une de plus. Esper Touré n'a que 16 ans. Il meurt à l'hôpital, le poumon perforé par une arme blanche. Depuis, aux Pyramides, de nouveaux tags apparaissent régulièrement ici ou là. L'histoire de la mort d'Esper s'est colportée, devenant ainsi un mythe. Des blogs sur Internet entretiennent la mémoire du frère perdu qui hante encore les jeunes du quartier. Alors chaque année, à l'anniversaire de sa mort, les grands du quartier des Pyramides improvisent un grand jeu pour se souvenir d'Esper. Pierre Aboya, mais aussi pour apaiser les esprits, pour que les plus jeunes n'aillent pas en découdre avec ceux du canal. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire pyramide. Et les gens qui font ça, ça veut dire que c'est des gens des pyramides? Oui, ouais. Tu vois pas, ça fait une pyramide. C'est pyramide. À tous les futurs footballeurs et à tous les futurs pilotes d'avion, à tous les futurs médecins, à tous les futurs mannequins, à tous les champions. Pierre Aboya! Pierre Aboya! Les capitaines de chaque équipe, vous pouvez lever la main s'il vous plaît. Comment s'appelle ton équipe? Ouf des pirates. Comment s'appelle ton équipe? Pirasta. Pirasta. Et pourquoi Pirasta? C'est des stars. Comment s'appelle ton équipe? Mafia Pira. Benjoy, comment s'appelle ton équipe? Comment? RIP Esper. Pour Esper. Reste in peace. Repose en paix. Okay. Bon, je vous demande tous de me regarder parce que là ça va partir. Allez-y. Là, aux Pyramides, j'ai vu, il y avait plein de tags des fois, genre les OGC, les PGS. Ouais. Est-ce que vous savez ce que c'est tous ces trucs? Ouais. Original Gangster Criminel. Attendez, chacun son tour. Original Gangster City. RSP.
RSP, c'est Racaille sans peur, c'est la bonne du frère. MJJ, Mafia Gangsta Junior. JV, c'est quoi? Valès, la place du business. RDS. RDSex. Non, ça c'est nous ça. DNG. DRG, Dragon, c'est où j'habite. ALK. C'est nous. C'est nous. Africa Leader Qaïd. Avant c'était Al-Qaïda. Parce qu'avant on était des terroristes. On dirait qu'on venait d'Al-Qaïda quoi, on était chaud. Est-ce que vous pouvez me dire le nom de votre équipe là que vous avez formée pour Pierre Aboya? Repose en paix. Pourquoi vous avez choisi ce nom? 1er mai. Voilà pour le rendre hommage. Ça, on voulait gagner absolument tous les jeux. Parce qu'on le fait pour le grand frère perdu. Parce que déjà, c'est pas bien la violence à aller se battre contre le gars de Canal. Sérieux. Vous allez peut-être dire que je suis un bouffon, mais il n'y a pas d'utilité, tu vois. Normalement, ma mère, elle m'a toujours dit quand il y a un mort, c'est pour arrêter les embrouilles. C'est pour montrer que les embrouilles, ça ne sert à rien. Moi, sérieusement, moi je dis on est tous pareils. C'est mieux d'arrêter ça. Mais moi, mais on pourrait pas arrêter contre les gars de Canal, je sais pas. Regardez, nous, les gars de Canal, ils ont tué un gars de Pyramide. Ouais. Donc nous, ça va nous énerver, on voudrait taper les gars de Canal. Les gars de Pyramide, ils ont tué un gars de Tartaret. Les gars de Tartaret, ça va les énerver, donc ça pourra pas s'arrêter les embrouilles. Regardez, regarde. Si je peux parler? Attends, maintenant, il y a maintenant 12 ans, et tous les 8 mars, ils sont au miroir, ils nous attendent tous. Les gars de Zou, à 70, il y a 12 ans qui font la même chose. Il y a 12 ans. Il y a un gars de Zou qui est mort à l'Agora par un... Il y a quelqu'un des pyramides, il est venu, il a tiré. Il était un peu bourré et il avait un pistolet. Il y en a un, il est resté et il a vu que c'était un gars de pyramide. Donc il a dit, moi je veux me battre. Le gars de pyramide, il était bourré, il a sorti une arme, il a tiré dans la tête et il est mort juste à côté du cinéma. Et moi j'étais avec mon copain et Kelad et je passais en poussette avec ma mère. Et c'est ma mère qui m'a raconté comment ça s'est passé. Mais vraiment, moi, je commence à avoir peur parce que maintenant, tu vois, on a l'âge maintenant. On grandit. C'est quoi l'âge? On grandit. On se déplace de quartier. On a l'âge on a l'âge de se taper contre les gars de Canal, Tartaret. Ouais, mais moi, je veux pas faire ça. C'est quoi l'âge? C'est quoi l'âge de se battre? Mais c'est en fait d'être dans les embrouilles, mais non, on veut pas être dans les embrouilles comme les grands. En fait, moi, je me préoccupe pas trop des embrouilles. Moi, pour l'instant, mon but, c'est le foot. C'est l'avenir. Ouais, l'avenir. Les petits LK sont toujours ensemble en fait. Est-ce que ça fait d'eux une bande? Mais une bande de quoi? Une bande de potes? Eux, ils disent pas bande, ils disent équipe. Lorsque j'ai découvert le blog des ALK, j'ai aussi découvert d'autres blogs, ceux des grands. Des blogs de plusieurs dizaines d'équipes de la région parisienne. Est-ce à partir de ces sites que le ministère de l'Intérieur a établi son recensement des 222 bandes? En tout cas, sur Internet, on trouve, classés par région, par ville, par quartier, des groupes de jeunes qui se mettent en scène, cherchant à s'impressionner et à se défier les uns les autres. Mais dans quel but? Ces embrouilles de quartier n'apportent pas d'argent. Il n'y a pas de butin de guerre. Deuxièmement, c'est pas du tout politisé. Il n'y a pas de revendication. Ce sont des gens qui se ressemblent et qui, s'ils habitaient l'autre quartier, traîneraient ensemble. Ces embrouilles de quartier s'intègrent dans un champ des réputations. Moi, j'appelle ça un champ des réputations, très informel, où il s'agit de faire parler de soi, de son groupe ou de son quartier. Et la réputation liée aux embrouilles, elle apporte à certains un statut social que personne, à ce moment-là, n'arrive à leur apporter. Ni les familles, ni les éducateurs, ni le monde professionnel, ni les élus, personne n'arrive à répondre. Alors, il faut bien se mettre dans la tête des jeunes et bien comprendre comment ça fonctionne. Une fois qu'ils ont fait parler d'eux, c'est du prestige, c'est du pouvoir, c'est de l'estime de soi. Et c'est pour ça que, d'une génération sur l'autre, ça continue. Et des fois, ça s'aggrave. Et si ça s'aggrave, c'est dans ces embrouilles, il y a une logique de surenchère. Et on en arrive à des histoires qui prennent de plus en plus d'épaisseur, de plus en plus de conflits, et qui se traduisent dans les mobilités des jeunes par des frontières bien claires. Une carte mentale que eux connaissent très bien entre des lieux autorisés, des lieux à risque et des lieux interdits. Il y a la ville officielle et la ville réelle, et la carte n'est pas exactement la même. Petit à petit, les embrouilles ont dessiné des frontières invisibles entre les quartiers, transformant les fast-foods, les supermarchés et même les écoles en territoires interdits. Quand on vient du Canal, par exemple, si on veut éviter les problèmes, on se tient loin de tout ce qui se trouve dans la ville d'Evry, y compris de l'Agora, son centre commercial, avec sa patinoire, sa piscine et son cinéma qui pourtant se trouve juste à quelques mètres du quartier du Canal.
Alors les jeunes squattent inlassablement les mêmes endroits, avec le hall d'immeuble et la cage d'escalier comme seul horizon. Ok. On te l'a dit, hardcore sur nos aventures. Ici on ne baisse, à l'ennemi tu nous as vendu. À personne j'ai rien à prouver, la rage j'ai éprouvé. Si tu nous cherches, tu vas nous trouver. Quand je fais un bail, je le fais sans poser de questions. OSK c'est pour la vie, arrêtez hors de question. On sait qui c'est au CNN, quand un coup part, nique sa mère. Devant le juge plaide coupable. OSK du bitume, ça veut dire quoi OSK du bitume? Official Staff Criminel. OSK. Scaron, tu peux me dire comment le groupe il est né en fait? À la base on était 5, tu vois. Ça marchait bien, tout se passait bien, tu vois. Après, il y avait d'autres potes, tu vois, ils sont revenus, parce qu'il y avait différentes embrouilles avec différents quartiers. Donc on devait se réunir pour, tu vois, pour résister à l'ennemi, tu vois. L'OSK, tu vois, c'est une famille. Et ça veut dire quoi là, le fait que vous soyez une famille? La famille, tu vois, c'est comme eux, c'est comme mes frères, tu vois. Je peux tout faire pour eux, tu vois, je peux faire des trucs de ouf pour eux, tu vois. La famille, tu vois. Tout sur tout le monde. Ça, c'est des liens, on se connaît depuis la maternelle, tu vois, depuis longtemps. On se connaît trop bien. Ça, tu vois. Est-ce que tu peux me raconter par exemple quelque chose qui a prouvé que c'était vraiment la famille? Tu vois, en 2006, 2007, j'étais un peu agité, tu vois, j'ai fait différentes conneries. Après, tu vois, comme tout le monde m'a envoyé au pays, tu vois, j'ai fait 3 mois là-bas. Là-bas, je crevais, j'avais pas de thunes, tu vois. Des fois, ils me dormaient dehors, tu vois, c'était la merde, tu vois. Ils m'ont donné un coup de main, tu vois, ils m'ont payé mon billet retour. Tu vois, ils avaient quel âge? J'avais 16 piges, tu vois, on avait 16 piges. Où tu trouves 1000 € à 16 piges à la station, tu travailles pas. Ils ont tous cotisé, il y en a qui ont volé des téléphones, ils ont tapé des mecs, ils ont fait des trucs de ouf pour moi, tu vois. C'était un grand geste, tu vois. Tout le monde est au courant au quartier, tout le monde est au courant, tu vois. Dans le groupe, c'est qui le plus âgé en fait? C'est moi. À quel âge? 19 ans. Ah, j'ai quelques mois de plus. Et le plus jeune? Il est pas là. Il est en foyer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, des problèmes avec la justice, hein. Repris de justice, repris de justesse. Toi, tu vas encore à l'école ou pas en fait? Non, je vais plus à l'école, moi, depuis les 1 an et demi. Je suis plus à l'école. T'as fait quoi comme études? Ah, j'étais en seconde générale. Après, je voulais passer en S. Ils m'ont orienté en STG et je voulais pas. Après, je me suis orienté en bac pro. Après, depuis bac pro, il y avait des petits trucs. Après, voilà, je suis là. C'est quoi les petits trucs? Tu veux en parler? Ah, c'était là, je sais pas, depuis que je suis rentré dans l'OSK, après, c'est là. J'ai pas lâché l'école à la base. Moi, ça, c'est ça ma plus grosse erreur que j'ai faite de ma vie, c'est lâcher l'école. Quand on parle des keufs. Ils sont là. Ça, je dis aux petits frères au quartier, tu fais quoi? Va à l'école, tu fais quoi? Rentre chez toi. Je pense que c'est déjà des trucs qu'on me disait avant, tu vois. C'est quoi ça? C'est un peu ça. Meska, Scaron, Robson, Terra ou encore les jumeaux Recta et I2S ont formé les OSK il y a 3 ans. Ils squattent la place Jean Renoir dans la zone 3 du canal, la partie de Courcouronnes la plus proche d'Evry, donc la plus proche des embrouilles. OSK, c'est plus qu'un sigle, c'est une seconde famille. Une famille qui compte malheureusement déjà un mort, Ness One. Une famille soudée par la nécessité. Le respect, on a voulu l'avoir, nous, à la base. On n'était pas trop respectés, je te cache pas. Vous avez fait quoi, par exemple? Pour vous faire respecter? Ah, pour se faire respecter, il faut mettre des coups. Hein. C'est pas comme ça que tu devais respecter. C'est ça qui est moche, en fait, dans l'histoire, tu vois. Des fois, tu perds, des fois, tu gagnes. T'es obligé de faire des trucs pour que les gens ils savent ce que tu vaux. Ou, voilà. Sinon, les gens, ils ont pas de respect pour toi, ils te considèrent même pas. Ah, mais toi, tu connais un peu la cité. Toi, t'as quel âge? C'est quelle génération? Moi, j'ai 36 ans. 36 ans, voilà. Plus qu'un ancien. Black Panther, tu connais? Pas Black Panther, c'est Black Dragon. Tu connais tout ça? Aucun aussi, je sais plus Requin c'est quoi. vicieux. Requin vicieux. Les Flight Boy, je sais pas quoi là. Mais quand justement je vous dis Black Dragon, requin vicieux, ça vous dit quoi tout ça? C'est les mecs qui se tapaient contre les skins. Il y avait des bails de racisme, je sais pas quoi. Des bots se sont formés, le même style, tout ça, les mêmes trucs. Ah, c'est ça, il fallait faire attention à cette époque, à ce qui paraît, c'était chaud. Tu connais la Manse? Ouais. Tu connais. Ouais. Tu l'as déjà vu tout ça? Si les jeunes connaissent la Manse, c'est qu'il a beaucoup traîné à l'Agora d'Evry, à l'époque où il était le chef des Fight Boys. Ils se nomment Zulu, Fight Boys ou Warriors. Ce sont les nouveaux gangs de banlieue. Les Fight Boys, la vraie bande, avec toutes ses caractéristiques. D'abord le tag, la signature, vite faite sur un mur.
Leur chef, en vert, il s'appelle La Manse. Il commande à 200 jeunes environ la plus grosse bande de la banlieue sud. C'est lui qui organise les bagarres avec les bandes rivales. À partir du moment où tu nous emmerdes, bon, il y en a chez nous, ils sont là pour ça, ils sont là pour discuter, pour essayer d'arranger des choses amicalement, à l'amiable avec la parole. Ensuite, si ça dégénère vraiment, dans ces cas-là, on emploie la violence, mais uniquement quand on nous incite à le faire. L'époque des Fight Boys, des requins vicieux ou encore des Black Dragons, c'était une autre époque dont les OSK n'ont qu'une idée assez confuse. Car cette histoire, l'histoire de notre génération, personne ne l'a encore écrite. C'est celle d'une génération qui a eu 18 ans dans les années 90, confrontée à la montée de l'extrême droite et du phénomène skinhead. Une génération Black Blamber qui s'est réunie un temps dans l'énergie insufflée par le mouvement hip-hop, mais n'a pas trouvé de débouché à sa rage de réussir. Alors, en quête d'un modèle, beaucoup se sont tournés vers les États-Unis et ont adhéré à l'envers du rêve américain. La culture des ghettos noirs notamment, véhiculée par le cinéma et ses histoires de gangs. Comme eux, nous étions jeunes, nous nous sentions laissés pour compte et cherchions par tous les moyens nécessaires une reconnaissance. À l'époque des Fight Boys, La Manse Matsu a fait plusieurs séjours en prison. Aujourd'hui, il y revient de temps en temps, mais c'est pour parler avec les jeunes délinquants et leur faire part de son expérience. Chacun d'entre vous, ceux qui ont arrêté l'école, est-ce que c'est pas parce que quand ils regardaient dehors, ils voyaient que les mecs qui traînaient dehors et tout, vous avez l'impression qu'ils étaient bien, qu'ils manquaient de rien? Ouais, quand j'étais petit, moi je pensais ça. Je vais vous dire un truc, il y a beaucoup de mythomanes dans les quartiers. Et il y a plein de petits qui se font bobiner par des mecs plus grands et tout, qui leur font croire qu'ils ont de l'argent, ils ont des voitures, ils ont tout. Mais en vérité, dans un quartier, même dans une ville, il y a un mec qui gagne vraiment de l'argent. Le reste là, c'est les petits mythomanes et tout, qui trafiquent, qui s'achètent des voitures à 2 ou à 3, qui les revendent, qui font un petit billet, etc. et tout, ou qui font leur petit trafic de shit, etc. et tout. Et c'est comme ça qu'ils pourrissent la mentalité de gamins qui sont plus jeunes et tout, en leur faisant croire des choses. Pourquoi t'as décidé de sortir de la délinquance? Franchement, tant qu'il y a eu les bandes et la construction du gang et tout, je me posais pas vraiment de questions. Et à un moment, c'est vrai qu'on peut considérer que j'avais eu beaucoup de choses. J'avais de l'argent, les gens faisaient absolument tout ce que je voulais, je pouvais obtenir tout ce que je voulais gratuitement. Et c'est là, tout d'un coup, j'ai vu tout ce qui était autour de moi différemment. J'ai vu que finalement, les gens, quand ils me respectaient, c'était de la crainte avant tout. Et j'ai compris qu'en fait, ces gens-là, ils avaient peur de moi, mais je voulais pas qu'ils aient peur de moi. Et c'est à partir de là que ça a commencé à tourner dans ma tête et tout. J'ai commencé à réfléchir et tout. Et je me suis dit, ouais, que finalement, aussi loin que j'avais pu aller, c'était peut-être pas ce qui me convenait à moi. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qu'il vous raconte là Non. Pourquoi non? Parce que c'est pas la même génération. Qu'est-ce que ça change? C'est qu'il n'y a pas de gang maintenant. Ouais, c'est pas des gangs. Par exemple, on va pas traîner avec des mecs du 7-7. On va pas se balader à 50. Voilà. On va se balader que la banque. Avec les mecs de ton quartier. Voilà. Et eux, ils n'avaient pas besoin de bien se saper, toi. Parce que tout à l'heure, on a vu les vidéos, c'était chaud quand même. En fait, c'est pas différent pour les raisons que lui avant. C'est différent parce que leur mentalité, elle a changé énormément. C'est une génération, en fait, qui est beaucoup moins patiente que ma génération ou la génération de mes parents. La génération de nos parents, eux, c'est des gens qui sont arrivés pour, on va dire, pour essayer un peu de vivre le rêve français, c'est-à-dire ils voulaient se donner la possibilité d'avoir un bon avenir et surtout de donner un bon avenir à leurs enfants. Donc pour ça, c'était des gens qui étaient prêts à baisser la tête. Il ne faut pas avoir de problème, il ne faut pas avoir d'ennui, il ne faut rien dire, il ne faut pas répondre. Quand il y a eu le problème de l'apparition du Front National et des skinheads, etc. et tout là, moi, je me souviens de nos parents qui nous disaient « Non, laissez tomber, etc. et tout, ça va passer comme si ça allait passer comme ça. » Contre ça, il y a des jeunes qui se sont insurgés. Et des gens qui sont insurgés pour être les premiers chasseurs de skins, faut pas vous bluffer, les mecs. C'était pas des Noirs et des Arabes, c'était des Blancs, des Français. C'est eux les premiers qui sont levés pour se battre, pour défendre vos frères, vos sœurs, mes frères, mes sœurs, etc. et tout. Après, petit à petit, il a commencé à avoir des Noirs, des Arabes qui sont rentrés dedans, etc. Ensuite, c'est arrivé les gens de ma génération. C'est nous, je pense, qui avons tout fait foirer, on a vraiment fait n'importe quoi. Au départ, tout était positif. Le mouvement hip-hop, quand il est arrivé, il nous apportait des valeurs qui étaient vraiment positives. Mais là, on avait quel âge? 15 ans, 16 ans, on était très jeunes encore et tout, et très influençables. Et quand plus tard, les films de bandes et de gangs qui sont arrivés par la suite et tout, on a simplement voulu reproduire ça et vivre ça, sans vraiment réaliser les conséquences et tout. Et c'est là où je dis que je considère qu'on a complètement foiré le truc.
Et après, quand ça s'est calmé et que chacun a fait ce qu'il avait à faire et tout, il y a eu une espèce de moment que je qualifierais de zone tampon où pendant quelques années, il n'y a rien eu. Et puis subitement, il y a commencé à avoir des histoires de quartier. Donc après, se sortir de tout ça, c'est un long travail en vérité. C'est un long travail. C'est un travail auquel doivent se mêler les grands du quartier qui sont prêts à s'investir pour faire des choses et tout. Les gens qui peuvent travailler dans les médiations, la mairie, les policiers. Il faut un vrai travail de fond. Parce que sortir de tout ça, ça peut prendre des années pour certaines personnes. Si on ne sort pas facilement des embrouilles de quartier, c'est qu'elles fonctionnent aussi comme un engrenage. Une fois lancées, impossible de les arrêter. Quand en 2006, Esper Touré meurt des suites d'une altercation entre un groupe du Canal et un des Pyramides, ce sont tous les jeunes des quartiers, qu'ils soient d'Evry ou de Courcouronnes, qui en subissent les dommages collatéraux. H24 de ma zone, si tu fais un mauvais pas, mon official te dégomme. Ils vont être percés dans le foot, c'est pour ça qu'ils ont la haine. Pour les jumeaux, Tarek et Issam, de l'équipe des OSK, les embrouilles ont commencé au lendemain de la mort d'Esper, quand ils étaient encore au collège Paul-Éluard, à Évry. En fait, moi et Issam, on a fait 5 ans là-bas, parce qu'on a redoublé notre 3e. Tout s'est bien passé, rien du tout, on connaissait même les gars d'Evry. Bonjour, ça va, tranquille, on rigole avec eux, on joue au ping-pong avec eux, on mange avec eux. Un dimanche, un samedi soir, il meurt d'Esper, mois de mai. Un jour, on est parti quand même au collège le lendemain, en fait, un lundi, on est parti tranquille. On partait de ça, groupé. On voyait tout le monde pleurer, tout le monde nous regardait trop mal, comme si c'est nous qui l'avons tué. Mais c'est pas nous qui l'avons tué, wesh. Mais attends, il s'est passé quoi, en fait, un jour? Un pote, il s'appelle Abdellah, qui me disait, il y a ton frère qui est en train de se faire embrouiller. En fait, il était en train de se faire tenir comme ça. Maintenant, on est partis, nous aussi, on dit, c'est mon frère, je vais voir ce qui se passe. Je dis, ouais, il y a quoi? On me dit, ouais, Dupont, tu veux quoi, Dupont? Ah, les filles rigolent, ça, là. C'est là que c'est parti en bagarre. Maintenant, je leur ai dit, écoute, respectez-moi, là, je veux savoir, il y a quoi? Il me dit, nique ta mère. Redis-moi, nique ta mère, ça va partir. Il me redit encore, nique ta mère. Bah là, j'ai pas osé, coup de poing, là, c'est parti, ça, c'est on a été virés. Et depuis ce jour-là, c'est là où ça a commencé, là et là-bas. De tout le canal contre là-bas, en fait. Non, pas tout le canal, c'est la guerre. Ouais, mais c'est la guerre, même là-bas, tout le canal, faut dire. Non, mais le canal, ça fait plus de 20 ans. L'Agora, c'est à côté. On va là-bas, garde à vue, comme tout à l'heure. Ce que j'ai dit, on est parti là-bas. Je suis parti à l'Agora, les garde à vue. Ouais, même à deux. On a interdit d'aller à l'Agora, en fait. Qu'est-ce qui est interdit, genre, d'aller à l'Agora? C'est les embrouilles de quartier, tu vois. Les embrouilles, parce qu'on va se trouver, on va se taper. C'est les méchants. S'ils vont là-bas, il y aura des bagarres et à cause d'eux, ça va mal se passer. Parce que là-bas, c'est Évry, alors que c'est même pas à 50 mètres. Voilà l'Agora. Même si ces histoires de quartier concernent exclusivement les jeunes, elles peuvent toucher aussi le reste de la population. Alors, pour assurer la tranquillité de leurs habitants, les villes de la région parisienne ont adopté différents moyens. À Courcouronnes, par exemple, la police municipale a été armée. Et la mairie mise beaucoup sur l'apport des nouvelles technologies, dont la vidéosurveillance. Écoutez, là, le dispositif est arrivé à terme, puisqu'on a mis 16 caméras. On a pratiquement le canal et puis le centre sous vidéosurveillance. Ça fait plutôt les endroits criminogènes. Et c'est quoi un endroit criminogène? C'est un endroit où on avait des troubles à la tranquillité publique, on avait des rassemblements de jeunes, où on avait des dégradations. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, agrandi. Bon. Tu mets Renoir midi et puis on va l'avancer. J'ai fait des gros plans sur lui hier. Vas-y, avance. Mais comment vous savez que j'étais là en fait? Parce que il m'arrive de passer un peu de temps là. Moi je t'ai suivi à la trace. Donc vous êtes au courant de tous mes faits et gestes dans la ville depuis le début en fait. Bah ouais. Le but quand même c'est de pouvoir conserver des images un certain temps. Ce que je me posais comme question en fait c'est le fait par exemple de se focaliser sur un groupe particulièrement, est-ce que c'est pas anticiper l'éventuel délit qu'il pourrait commettre? On focalise pas, nous c'est pas nous qui squattons les halls, c'est pas nous qui dégradons. Voilà, justement, c'est marrant. Avec la caméra, vous avez zoomé un endroit particulier. Ah ben voilà, là c'est le cas typique de Jean Renoir. J'ai été intrigué par le sac jaune. Pourquoi vous disiez quoi en fait? Je sais pas, je me demandais que c'était ce sac qui était lourd et tout le monde autour. Moi j'étais à côté en fait ce jour-là. Vous voyez? Ouais. Je les salue les jeunes en fait.
T'es là? Voilà. Ah, d'accord. Et ce jeune qui a le SEC, il sortait de prison en fait. Ah oui, mais tu vois, comme quoi. Donc finalement, avec ces images, vous avez une autre interprétation. Non, la preuve, c'est que j'ai pas fait intervenir. Hein. Je pensais que c'était du ravitaillement au niveau whisky, parce que je trouvais que c'était lourd, ou des choses pas catholiques. Mais j'aurais pas hésité si j'avais vu un truc qui me paraissait suspect. Sans problème. L'idée, au fond, que traduit ces caméras, mais que traduit ce mouvement plus global, c'est l'abandon de l'idéal de réhabilitation. Bon, l'idéal socio-éducatif. Mais c'est cette semaine ou la semaine dernière, il y a encore eu des bagarres en ce moment sur l'Essonne, sur Évry, Courcouronnes, etc. Ça chauffe pas mal, quoi. Et ça chauffe pas que dans des lieux démunis de caméras de vidéosurveillance. Est-ce que ça a empêché les échanges de coups? Voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'on veut plus d'encadrement humain, et c'est caricatural au niveau scolaire. Avec ce qui s'est passé à Vitry, les enseignants demandent des surveillants, on leur propose de monter la grille, de mettre en place une brigade et de mettre de la vidéosurveillance. Non. Les enseignants sont les mieux placés, là, pour savoir qu'ils ont besoin de présence humaine. On n'a jamais vu une caméra de vidéosurveillance moraliser un jeune. Hein. Attends, dès le début. OSK Team, efficace comme un rôle enlevé de bécane. Spécialisé, frère, dans les vols ou dans la bicrave. OSK, c'est nous, mec, que des grosses pointures. Trop de têtes comme Lucette, capuché dans une voiture. Nous, on veut la côte et c'est quoi le blé? Wesh, les mecs, quoi de neuf pour les DP bois de lait? Tu veux faire un bail, fais-le, mais raconte pas ta vie. OSK, équipe de fêlés, on allume dans ta vie. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour ton anniversaire? Pour mon anniversaire? Ouais. Souhaite-moi que de l'argent, ça va me faire plaisir, c'est tout. Si tu veux me souhaiter quoi, sinon? Ils seront tous bien. Que de l'argent, souhaite-moi que de l'argent. La santé et puis d'être loin des problèmes, peut-être. Ça arrive, tu vois, t'inquiète. Moi, je veux de l'argent, moi, je m'en fous des problèmes. Si j'ai de l'argent, les problèmes, c'est rien. Si je fête mon anniversaire dans un garage, mon frère, j'aurais de l'argent, mon anniversaire, il serait pas là. Il y aurait de la lumière, il y aurait de la musique, tout ça. Ah ouais, toutes les filles seront venues. Là, je suis là qu'avec la famille, mais ça fait plaisir quand même. C'est l'anniversaire, je suis avec la famille, ça fait plaisir. Calme dans ma tête. Asse-toi qu'à signer le bail. J'ai signé. Mais t'as bien, c'est bien, ouais, s'il te plaît, quoi. Je suis mort, putain. Allez, il est convoqué, lui aussi. Moi et Djibril, là, on est convoqués pour rien. Quoi? Dis-moi le truc. On était pour ça. Comment tu crois que Je sais, c'est ça, il sait, parce que lui aussi, comme par hasard, On la était même partis affaire. dans un bâtiment. Quel nous ça, là? Tu voulais Quoi? Il a rien marqué, il a pas marqué le Dis-nous motif. ça, il t'a dit. Le motif. Mais lui, ce qui est marqué, salaud. Monsieur Choukou, à l'île de Morin, je sais pas quoi, vous êtes convoqués. Des lettres comme ça, on en reçoit tout le temps, tu vois. Des lettres de la mairie. C'est quoi les lettres de la Flo, mairie? Ben, en fait, mystique, ils toi, envoient t'es des mystique. lettres. Flo, t'es Maintenant, mystique, gros, t'es mystique. comme quoi, on squatte dans les halls, on fait je sais pas quoi, tu vois. Ils envoient ça à nos parents, tout ça. Là, t'as déjà reçu cette lettre-là? J'en ai reçu plusieurs. Ils disent comme quoi nos parents ne savent pas nous encadrer, des trucs comme ça, tu vois. Et que s'il y a besoin d'aide, je sais pas quoi, mais ça c'est faux, ça. Nos parents, c'est eux qui font le maximum pour nous, tu vois. La mère à Corbeau, par exemple, il allait en prison, mais tous les soirs, hein, sa mère, elle appelait, rentre, tous les soirs. C'est pas ça qui a empêché ça, tu vois. Si on a dérivé, c'est pas eux qu'il faut aller dire ça, tu vois. Autant qu'ils viennent nous voir, nous, qui s'il veut parler, il vient nous voir, nous. Je ne sais pas ce que la mère de Corbeau a fait quand son fils a été en prison. Par contre, j'ai rencontré le père des jumeaux, Tarek et Issam. Je sais que pour lui, il n'est pas question de laisser tomber ses fils. Surtout qu'ils ont tous les deux un avenir prometteur dans le football. Courcouronnes, dans l'Essonne, en région parisienne, Issam Hassani, 17 ans, rentre chez lui après un mois d'absence. Et demain, c'est le lycée. Issam, l'une des 32 stars du programme vedette de la télévision marocaine, Le Pied en Or. Je rêve d'aller dans un grand club comme le Real Madrid ou Manchester. Devant les caméras du Pied en Or et sous le regard crispé de ses parents là-bas en France, Issam tente de convaincre les téléspectateurs mais aussi le jury. Monsieur Hassani est prof de droit dans un lycée à Paris. Pour éviter les embrouilles avec d'autres jeunes, et malgré un emploi du temps chargé, il accompagne personnellement ses enfants à chacun de leurs entraînements. Et cela depuis des années. À quel moment vous vous êtes rendu compte que vos garçons traînaient en bande ou traînaient en groupe, quoi? Ils ont commencé à traîner en bande le jour de leurs 18 ans. Et d'ailleurs, le jour de leur anniversaire, ils l'ont passé au commissariat. Voilà.
Ils étaient mêlés à une bagarre, je ne sais pas quoi, et où je ne sais pas ce qu'ils ont fait ce soir-là. C'était pas quelque chose de très méchant, mais c'était un petit peu symbolique pour eux, le fait de dire, voilà, on est majeur, c'est terminé. Ils pensent que c'est ça la liberté. Et je ne sais pas si c'est un petit peu de ma faute, le fait de les avoir un petit peu trop gardés à la maison, trop surveillés, trop encadrés, qu'à leurs 18 ans, ils veulent enfin compenser ce qu'ils ont perdu auparavant. Justement, l'État, en fait, a un projet de loi. Dès lors qu'un jeune est identifié comme faisant partie d'une bande, si lui ou l'un des membres du groupe a l'intention de commettre un acte qui va troubler l'ordre public, il est passible d'une peine de 3 ans de prison et d'une amende de 45 000 €. Si je vous dis, voilà, votre fils, il a été identifié comme faisant partie d'une bande, comment vous réagissez ? Mais à Cocoron, il n'y a pas de bande. Voyons. Alors, madame, monsieur, j'ai cru bon vous sensibiliser sur le comportement déviant de votre fils Issam. En effet, un groupe pouvant aller jusqu'à 15 individus dont votre fils occupe quasi quotidiennement les parties communes des résidences Eurodis et dégrade significativement le cadre et la qualité de vie des riverains, notamment en période nocturne. Quasi quotidiennement. Là, on vous reproche, en fait, de ne pas être suffisamment derrière vos enfants, en fait. Justement, c'est ça le problème. Alors je ne sais pas, je ne vais pas dire que ce sont des menaces, mais vraiment, en tout cas, ce ne sont plus des conseils, ça. Et voilà ce qu'il conclut. Dans le cas contraire, j'ai demandé à la police municipale de procéder systématiquement à son interpellation et à sa conduite au commissariat d'Evry pour suite judiciaire à donner. C'est-à-dire une garde à vue automatique. 4 cette année. Il aurait fallu dire que dans le cas où il est surpris en train de commettre un délit, j'ai ordonné à mes hommes de l'interpeller, de l'emmener. Ça serait, c'est bon, mais pas systématiquement. Et le malheur, c'est que, bon, voilà, son frère va passer au tribunal pour outrage à la police dans l'exercice de ses fonctions. Ben, vous allez voir, ça va être encore 3 mois avec sursis, 500 € à payer pour chacun des policiers municipaux. Et peut-être des tiges, travaux d'intérêt général. En plus, on a les amendes à payer au tribunal, 100 € à chaque condamnation. Plus le casier judiciaire sali, donc il n'a plus accès à aucune fonction publique. Et on le sait, on perd systématiquement les procès contre un policier. C'est toujours sa parole contre celle d'un jeune. J'ai demandé à rencontrer les murs au sujet de ça. Je me suis donné un mal fou, j'ai jamais réussi. Finalement, M. Hassani obtiendra un rendez-vous avec le maire. Et donc ? Qu'est-ce qui ne vous convient pas dans ce courrier ? Ce qui ne me convient pas, monsieur le maire, c'est ce que j'ai souligné en jaune. C'est concernant Hassani Issam. Ça, c'est de la musculation qu'il fait ici, chez vous. Ça, c'était la convocation pour son bac l'année dernière, STI, qu'il préparait. Hein. Il a passé son bac l'année dernière. Ça, c'était pour passer son permis. D'ailleurs, il l'utilise pour tige. Ça, c'est une attestation de Fleury, comme quoi il s'entraîne. Et donc, il n'est jamais ni dans la rue, ni dans les halls d'escalier ? Non. Dans votre lettre, il y est tout le temps. Quasiment, jour et nuit. C'est ça qui m'a inquiété, même en nocturne. Écoutez, monsieur Hassani, est-ce que maintenant je peux dire quelque chose ? Allez-y, je vous en prie. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous sommes dans une ville avec un service jeunesse qui essaye de s'ouvrir à tous. En matière de loisirs, en matière d'accompagnement à l'emploi, ce qui ne veut pas forcément dire qu'on trouve des solutions pour tout le monde, et pas des magiciens non plus. Hein. Il y a des tarifications pour permettre à toutes celles et ceux qui n'en auraient pas les moyens d'accéder au sport. Il y a dans ces équipements les moyens d'avoir des tarifs réduits sur à peu près toutes les autres activités de loisirs qu'il y a à l'Agora. Bref, m'entendre dire, comme ils me l'ont dit quand j'ai été les voir, tous, hein, la bande de Renoir, c'est comme ça que je les appelle, quand j'ai été les voir dans la rue il y a quelques mois, on n'a rien à faire dans la rue, c'est plutôt pas mal. Je veux dire, la petite bande à laquelle je fais allusion, ce sont des violences, des halls d'immeubles dégradés toutes les semaines, des trafics de stupéfiants. Il y a un de vos enfants qui, il y a 1 an tout juste, a été interpellé dans ce cadre-là. Je vous arrête tout de suite, monsieur le maire. Je vous défie, parce que je les suis même au tribunal, je vous défie de me sortir, de me dire que c'est un trafiquant de stupéfiants et qu'il a été arrêté il y a 1 an. Ça, jamais. Il a été arrêté, oui, mais pour outrage et rébellion.
La plupart de leurs condamnations, c'est rébellion et outrage. Ce qui est déjà grave entre nous. Et outrage. Ce qui est déjà grave entre nous. Et outrage. Monsieur, on ne peut pas le prouver. On a demandé les caméras à chaque fois devant le tribunal. Et on n'a jamais voulu reproduire les images de cette rébellion. Je n'ai pas de conseils à vous donner, monsieur Hassani, mais en tant que parent, j'attendrai pas de la justice qu'elle me donne des preuves. Vous voyez ? Voilà, j'inverserai la tendance. C'est-à-dire que je pourrais peut-être partir du principe que, juste, il est possible que mes enfants soient pas sages, quoi. Donc vos enfants sont régulièrement ou ont été régulièrement interpellés pour outrage ou rébellion. Et tout ce que vous venez me dire aujourd'hui, c'est critiquer la méthode, critiquer ou la police, ou les uns, ou les autres, mais nom d'un chien, commençons déjà par discuter avec ces jeunes, que les parents, et vous en l'occurrence, preniez déjà vos responsabilités. Je vous redis juste que, 1, il arrive encore que vous ayez 1 ou 2 enfants dans les cages d'escalier, que 2, oui, conformément à ce qui est au courrier, ils sont surveillés, et qu'un jour ce ne sera pas pour outrage ou rébellion qui tomberont, que 3, oui, à menacer ou à faire de la provoque avec les autres quartiers, ce qui est valable pour les autres quartiers, hein, c'est pas en sens unique, hein, c'est en double sens, mais les 2 quartiers sont responsables. Un jour ça finira mal, et je vous souhaite pas. Donc vous pouvez venir avec tout un tas de papiers, moi je vous tends la main, ou alors vous acceptez le fait qu'il faut qu'on fasse un travail sur vos enfants, et je veux bien qu'on le fasse ensemble, on le fait déjà nous puisqu'on accueille les tiges, ou alors vous considérez qu'on fait pas bien les choses, vous prenez vos responsabilités, mais je vous le dis, vous pouvez pas vous le promettre, moi je peux vous promettre qu'un des 2 Hassani était cet après-midi dans les cages d'escalier. Je peux vous le dire. Voilà. Le discours majoritaire sur ces familles-là, c'est le discours de la démission, le soupçon de démission, de laxisme. Ça, c'est la représentation dominante qui ne reflète pas la réalité observable. Au fond, la démission, c'est un argument creux qui contredit ce que tout le monde peut comprendre, c'est-à-dire que les parents payent un prix élevé. Alors, quel est ce prix-là ? D'abord, c'est un prix familial. La délinquance, les déviances, les transgressions, c'est un problème. C'est un problème qui stresse, qui angoisse, qui fatigue, qui use. Deuxièmement, c'est un coût relationnel. Dans le voisinage, quand les enfants posent problème, on est des mauvais parents. Un coût judiciaire. Les convocations, les perquisitions, les gardes à vue, les humiliations. Et un coût matériel, parce que quand il faut réparer, il faut réparer. Quand il faut payer des amendes, il faut payer des amendes. Tous les dispositifs institutionnels, tous les autres, qui sont basés sur des contraintes de degrés divers. Ça peut être juste un rappel à la loi ou un rappel à l'ordre, ont pour effet initial de délégitimer encore un peu plus les parents, de les disqualifier encore un petit peu plus. Demandez aux parents eux-mêmes ce qu'ils ressentent intérieurement quand ils sont convoqués ou quand on les menace de mettre sous tutelle leurs allocations familiales. En tout cas, tous ces dispositifs n'ont pas fait leur preuve. On pourrait être pragmatique et se dire, au-delà de l'éthique, que ça marche et que ça fonctionne. C'est pas le cas. Ça peut fonctionner pour une minorité de parents qui a besoin d'un coup de main, et si on leur apporte le coup de main, ça peut aller. Mais c'est pas le cœur du problème. C'est pas le cœur des mécanismes. C'est quoi le cœur du problème alors ? Je regarde les jeunes, je passe du temps avec eux, je les écoute. Ils me racontent le chômage, le sentiment que rien n'est fait pour eux dans la ville, les conflits incessants avec la police et les embrouilles. Toujours les embrouilles. Entre d'un côté un système qui, pense-t-il, joue contre eux, et de l'autre les rivalités parfois sanglantes entre quartiers, ils se sentent pris en étau et finissent par partager une vision du monde commune où ils sont des victimes. Quand un noir et un arabe courent, soit il a volé, soit il a fait un braco, soit il a fait un truc, c'est obligé. Et quand un blanc court, c'est qu'il a fait un footing, c'est tout. C'est ça qu'on sait. Voilà. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu veux qu'on fasse un test? On court devant la police? C'est fini. Là, je suis au placard, là. Déjà, par jour, on se fait contrôler au moins 4 ou 5 fois par jour. Tu vois ce que je veux dire? Ils viennent, ils touchent bien la bite, là, ils t'écrasent bien la bite pour bien que tu t'énerves. Après, Voilà, c'est ça. Tu vois, ils font style, je sais pas quoi, mais après, c'est comme ça que ça part en couille. C'est normal. Regarde combien de jeunes sont partis au Habs pour rien du tout. Voilà. Mais qui va entendre ça? Qui va filmer ça? Personne. De toute façon, la police, qu'ils sont en tort ou pas, ils auront toujours raison. Parce que c'est notre parole contre la loi. Et notre parole, elle vaut quoi contre la loi?
C'est la merde. C'est la merde. T'es toujours coupable. Toujours. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, t'es coupable. On a perdu d'avance. C'est pas normal. Nous-mêmes, on sait, hein, on est là, on parle, Annie, mais dans notre tête, on sait c'est la mort ou la prison. Tu veux esquiver ça? On voit pas la rue. Kill du quartier, la c'est tout. c'est dur. Tu veux esquiver ça? Barre-toi. Va à Auxerre, va à Loire. Voilà, tu Si veux restes esquiver ici, ça, tu te bats. soit c'est la prison, soit c'est la mort. Parce que la rue, c'est la mort ou la prison. 5 morts, la rue. Là, vous savez, 4 morts. Mais la 4 mort, morts en 2 ans. 4 morts en 2 ans. Voilà, quartier, 3 morts. Ouais, on dirait un emoji. Peut-être ça sera lui demain, peut-être ça sera lui, tout le monde. On sait même pas. 3 morts en 2 ans. Et prison, comme aujourd'hui, un petit est parti. Là, tout le monde va en prison du jour au lendemain, c'est un truc de malade. Là, nous dire d'ici, c'est la mort. Là, je vois pas là, on voit la prison encore en nous. On voit même pas l'avenir, on voit la prison encore. Le truc, c'est quoi? On sait que là, la mauvaise période, elle est pas encore finie. Elle est pas encore finie, voilà. La mauvaise période, elle est pas finie. La garde à vue, pas encore de rêve, tout ça, d'ambition, tout ça. On veut la prison, Mais bon, un jour, ça arrivera. Cela fait maintenant 1 an que j'enquête. Le temps pour certains DOSK de passer leur permis, pour l'un d'obtenir son bac pro, pour un autre de rentrer à la fac. Dans le même temps, 4 d'entre eux effectueront des courts séjours à Fleury-Mérangis pour des délits mineurs. 2 écoperont de travaux d'intérêt général, dont Issam, l'un des frères jumeaux. Son frère Tarek, lui, comparaîtra une nouvelle fois pour outrage et rébellion. J'ai assisté au procès de Tarek. Pour une fois, son père n'a pas pu se libérer, mais la petite amie de Tarek était présente. Chronique de la justice ordinaire. Le père de Tarek avait demandé à ce que les bandes de vidéosurveillance soient mises à la disposition de la cour, afin de disculper son fils. Mais non, on ne les utilisera pas. Ce jour-là, selon la police, les caméras ne fonctionnaient pas. En moins d'une demi-heure, Tarek est jugé coupable. Il est condamné à 1 mois ferme et a versé des dommages et intérêts à l'un des agents de la police municipale. Son père ne s'attendait pas à autre chose. Tarek, lui, croyait encore un peu. La loi anti-bande est votée au moment où je boucle mon année d'enquête. Elle permet entre autres, en cas de soupçon de violence, de réprimer toute constitution de bande avant même que le délit ne soit commis. Une nouvelle loi. Une loi de plus? Mais pour quel résultat? Depuis 10 ans, nous sommes à la 20e loi qui augmente beaucoup les pouvoirs policiers, qui augmente beaucoup la possibilité de mettre des personnes en prison pour des petits délits, alors qu'il n'y a pas plus de violence en réunion ou de dégradation en réunion, ce qui correspond à la notion de bande, si on veut. Il n'y en a pas plus en 2010 qu'il y a 5 ans. Donc, statistiquement, c'est la même chose. Mais on voit que la réaction policière et judiciaire a complètement changé et que ces phénomènes sont vraiment beaucoup montés en épingle. C'est certainement une réalité de sentiment d'insécurité. Dans certaines banlieues, c'est vrai qu'un certain nombre de personnes se sentent menacées, il ne faut pas le négliger. Mais ce n'est pas une réalité des chiffres de la délinquance. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux faire beaucoup plus de médiation citoyenne? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux réinstaurer des éducateurs de rue, puis aider les familles aussi? Parce que ce n'est pas en traitant pénalement ces questions qu'on arrivera à une solution. Parce que à ce moment-là, on en arrive à là où on en est presque en ce moment. On a d'un côté les policiers qui sont vécus par les jeunes comme étant une bande policière, et puis de l'autre côté, les jeunes qui sont parfois en groupe ou en bande. Donc la logique de bande rivale police-jeune est une logique, à mon avis, extrêmement dangereuse. Donc il faudrait apaiser tout ça et traiter ça de façon beaucoup plus sociale, à mon avis. Émission de télé-réalité tient en haleine tout le Maroc. Gros plan donc sur cette Foot Academy, pas comme les autres. C'est plus comme avant. Avant, on était bien, je sais pas, vas-y, il n'y a pas eu de problème, il n'y a jamais eu de problème. Là, on dirait qu'il y a trop de problèmes de justice. Ma mère, elle travaillait dur pour payer l'avocat, dommages et intérêts, tout ça. Elle est venue, elle pleurait, elle disait, là, je travaille de 5h du matin jusqu'à 18h. Là, ils voient que c'est un échec pour eux. Ils voient, là, je fais n'importe quoi, tout ça.
C'est pour ça mon père, à chaque fois, il m'emmène au foot pour éviter le quartier et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois, il m'a parlé, il disait j'ai honte, là, il peut même plus aller là-bas, genre au noir, à cause de ça, parce que les parents, ils parlent trop, ils vont dire ah, c'est le fils assis, nanani, Zama, il nous a mal éduqués. Alors que c'est faux, tu vois, il nous a trop bien éduqués. Tu vois ce que je veux dire? Jamais de problème, tout ça. Même quand on était au collège populaire, jamais eu des problèmes. Et c'est là, depuis qu'il y avait le meurtre aux pyramides, c'est là où ça a un peu dégénéré. Tu vois ce que je veux dire? Et là, maintenant, j'ai porté le bracelet électronique, je pourrais même plus jouer au foot. Ils m'ont laissé qu'un entraînement par semaine, wesh. Mais ça, c'est rien, ça, un entraînement par semaine. Alors, moi, mon rêve, c'était le football, c'est tout. Hein. Moi, je visais pas les millions, je vais juste viser, tu vois, niveau national, Ligue 2 encore. Là, j'ai trop perdu de temps. Le ministère de l'Intérieur dénombre maintenant 500 bandes. Le chiffre a plus que doublé. Moi, au terme de mon enquête, je ne sais toujours pas comment le ministère s'y prend pour compter ces groupes. Par contre, j'ai rencontré des jeunes qui voudraient en finir avec ces histoires d'embrouilles. Des parents qui voudraient le meilleur pour leurs enfants. Des élus qui voudraient la tranquillité pour leurs habitants. Je n'ai peut-être pas pu me procurer le rapport sur les 222 bandes, mais les vérités statistiques officielles auraient-elles plus de choses à m'apprendre que Tarek, Issam, Richard et les autres? Peut-être. Peut-être que j'aurais pu comprendre le point de vue de ceux d'en haut. Mais sous l'œil de ma caméra, j'ai vu se dessiner plus de questions que de réponses. Mon enquête n'est pas finie. Pas encore. Je quitte le quartier, mais le quartier ne me quittera pas de sitôt.